La notion d'archétype, pour moi, a peut-être un sens un peu distinct de ce qu'on fait habituellement. Je ne me positionne pas comme philosophe ou comme psychologue dans cette question-là. Ce n'est pas du tout ma formation et c'est à d'autres de l'aborder de cette manière-là. Moi, j'ai approché la notion d'archétype à partir de mon point de vue de compositeur de musique contemporaine, de mon point de vue aussi de spécialiste des instruments de musique. J'adore les instruments de musique et j'ai cherché à faire sens de ça. Et c'est en cherchant sur l'instrument de musique que petit à petit j'ai trouvé des formes récurrentes qui ne sont peut-être pas celles qu'on imagine, mais on y reviendra. Mais des formes récurrentes qui m'ont invité à adopter le terme d'archétype. Alors, ayant adopté le terme d'archétype, j'ai essayé de réfléchir sur la question. J'ai lu les textes de référence qu'on imagine, de Platon à Jung, comme le propose votre texte préliminaire. Et il y a beaucoup de choses que j'ai retenues de ces lectures-là. Donc voilà, j'ai fait des lectures d'ordre philosophique et psychanalytique à la Jung, mais j'ai conçu une certaine façon de voir l'archétype qui est peut-être complètement en décalage par rapport à cette discipline-là. Et c'est ce dont je souhaite parler aujourd'hui. Bien sûr. Ben, c'est précisément sur cette question-là que ma position sur l'archétype se distingue probablement des positions des autres disciplines ou des autres chercheurs. En étudiant l'instrument de musique, on se rend compte qu'il y a des formes récurrentes, mais jamais ces formes récurrentes-là ne s'opposent comme forme idéale, je pense. Au contraire, il me semble avoir montré que si on pousse les formes vers lesquelles tendent les instruments de musique, on trouve des absurdités. Alors, dans ce sens-là, la conception de l'archétype que j'ai rejoint aussi celle de l'asymptote ou même du point de fuite, ou de la limite en tout cas. Je vais éclaircir ça. Pour le moment, et j'espère en trouver d'autres, mais pour le moment, j'ai trouvé au moins deux formes que je qualifierais d'archétypes, qui sont des tendances des instruments de musique et peut-être de la musique elle-même. À se comporter d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Et ces deux formes-là sont d'un côté le pôle ou le modèle ou l'archétype vocal, et d'un autre côté l'archétype percussif. Et d'un côté, ça veut dire que certains instruments essayent de chanter, avec ce que ça implique à plusieurs niveaux. Et d'un autre côté, certains instruments sont clairement issus de la rencontre du geste et d'un objet. Si le modèle vocal est une sorte d'idéalisation du chant humain, le modèle percussif, l'archétype percussif est une idéalisation du geste et du savoir-faire humain aussi. Donc voilà. Et l'autre particularité de mon affaire, si je puis dire, c'est que si ces deux choses-là ne sont pas des cibles à atteindre, si ce sont des limites, ce qui est important dans l'étude des instruments de musique, c'est l'espace intermédiaire. J'adopte aussi un vocabulaire platonicien pour ça. J'emprunte la notion de mixte. Sauf que, ici encore, je me situe un peu en marge du sens courant. Chez Platon, l'idéal est la chose à viser et le mixte est une dégradation. En ce qui me concerne, le mixte est au contraire un champ positif, un champ de richesse, de complexité et peut-être avec une certaine touffeur, mais les deux archétypes servent au fond à éclairer cette situation mixte et à nous permettre d'y voir un peu plus clair dans ce monde mélangé. Mais il est clair pour moi que l'instrument de musique réel, avec ses complexités, est la chose la plus intéressante, plutôt que les points limites. La question de la temporalité est très très intéressante aussi pour moi. En fait, la raison pour laquelle j'ai proposé un système comme celui-là pour l'étude des instruments de musique et de la musique, c'est que
il fallait prendre en compte la temporalité et le dynamisme des formes. Justement, mon objectif était d'essayer de trouver un sens qui se cache derrière les évolutions temporelles, mais qui en même temps n'étouffe pas les évolutions temporelles. Il fallait un modèle dynamique. Donc, c'est pour ça qu'ici, la notion d'attracteur est peut-être la bonne. Donc, ça sera un archétype limite attracteur que je propose au fond. Et un attracteur, ça a ceci d'intéressant, c'est qu'il implique des déplacements. Il implique une topographie, un espace dynamique. Et c'est justement ça que je qualifie d'espace mixte. Donc, pour répondre précisément à cette question-là, pour moi, les formes doivent être dynamiques, doivent fluctuer, et c'est pour ça que les formes fixes d'archétypes ne correspondent pas à mon travail. Je les vois bien dans le travail d'autres chercheurs, François-Bernard Mage, par exemple, qui recherche les universaux. C'est absolument passionnant et je ne dénigre pas ce point de vue-là. Mais simplement, ce n'est pas l'éclairage que je souhaitais pour l'étude que j'espérais faire de l'instrument de musique. La question du vocabulaire, pourquoi avoir choisi à chercher à trouver un nouveau vocabulaire pour décrire les situations? Ça vient au départ de ce que je perçois comme des lacunes de l'organologie habituelle. Et les lacunes sont particulièrement fortes en ce qui concerne mon vrai sujet de spécialisation, c'est-à-dire les instruments électronumériques. Au fond, je me pose la question, est-ce que l'ordinateur et la corde d'instruments numériques sont des instruments de musique? Et c'est pour répondre à ça que j'ai essayé de trouver des outils. Donc clairement, par rapport à la question des carences de vocabulaire, j'en ai rencontré une. J'ai rencontré non seulement une carence de vocabulaire, mais je crains une carence de réflexion. L'organologie n'est en réalité essentiellement qu'une organographie descriptive. Et il y a peut-être des exceptions à ça. Il y a des très bons textes d'organologie, hein, ne les prenons pas. Mais leur travail, le travail des organologues a été de décrire les instruments de musique, de décrire les formes, les principes, les techniques, etc. C'est un travail de fond nécessaire. Mais moi, il m'a intéressé davantage de chercher les moteurs de l'évolution organologique. Pourquoi est-ce que les formes se transforment? Pourquoi, quand un luthier de 1920 dit qu'il veut inventer un instrument de musique, pourquoi il veut le faire? Et de quoi tente-t-il de se rapprocher? Et qu'est-ce qu'il a comme modèle mental, conscient ou inconscient? C'est cette question-là que je tentais de cerner. Je pensais évidemment à Térémine ici, qui crée un Ethervox. C'est le vrai nom de son instrument. Ethervox, bon, vous voyez bien pourquoi ça me frappe. C'est le modèle vocal qui émerge tout de suite. Cela dit, c'est une bien mauvaise voix. Si la hauteur du son glisse avec la main droite et l'intensité se contrôle très bien avec la main gauche, deux propriétés vocales évidentes, il n'y a pas la troisième dimension qui est celle du timbre. Donc l'Ethervox est une voix déponente, dirait Schaeffer, une voix limitée. Donc le modèle n'est pas parfaitement abouti. Et la voix humaine, quand on sait l'importance du timbre, c'est toutes les voyelles, c'est-à-dire la compréhension, l'intelligibilité du mot, etc. Les consonnes aussi, bien sûr. Donc voilà, j'étais face à des lacunes et par curiosité, j'ai cherché si on ne pouvait pas trouver d'autres voies, d'autres chemins de lecture. Et c'est là où il m'a semblé percevoir des formes, sinon universelles, au moins des appels. Oui, c'est le processus moteur qui m'intéressait ici plutôt que la forme définitive. Et c'est là où j'ai proposé ces deux concepts-là, mais de façon inextricablement liée à l'espace mixte dynamique entre les deux. Les attracteurs par eux-mêmes, je le redis, n'ont pas de sens. C'est l'espace dynamique qui a un sens. Donc ça se lie et c'est un écho volontaire avec les sciences physiques actuelles qui sont la théorie des champs. Je vois ça comme des champs. L'autre chose
qu'on peut dire peut-être par rapport à ça, euh, c'est que la question de l'évolution des formes instrumentales est liée au fond à la question des formes musicales. Et dans mon travail le plus récent, il m'a semblé que les formes elles-mêmes allaient au-delà du modèle des formes instrumentales. Et donc c'est, je crois, la musique elle-même qui appelle tantôt des réponses vocales, tantôt des réponses d'ordre percussif, et peut-être d'autres réponses encore qui resteraient à faire émerger. Votre question maintenant m'amène à la raison pour laquelle je garde le terme archétype pour les modèles que je propose. Après avoir hésité, j'ai hésité encore récemment, mais notre rencontre me fait assumer, je pense mieux, cette dimension-là. En relisant Jung, il m'a semblé que ce qu'il propose sur les archétypes psychologiques ressemble assez à ce que je cherche au fond. Non pas les formes que lui propose qui relèvent de l'étude psychanalytique, mais c'est le mécanisme mental, cognitif ou je ne sais pas quoi, qu'il décrit qui me semble le bon. Quand un inventeur donné dit qu'il veut améliorer un instrument de musique, il se rapproche d'un modèle mental semi-conscient, je crois. Quand un compositeur veut affirmer, affiner les caractéristiques musicales d'un passage, il se rapproche d'une certaine conception, d'un certain modèle mental aussi. Donc, je crois que ce que je propose sont des archétypes musicaux et instrumentaux parce que ce sont des tendances spontanées de l'esprit humain de voir les choses comme ça, d'organiser la complexité du monde extérieur d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Et ces propriétés, cet organe mental, disait Jung, sont peut-être universelles, en tout cas elles ont une grande, grande portée. Quand je lis des textes des musiciens d'ailleurs que de la tradition occidentale, je retrouve des échos de ce que je cherche, peut-être avec une lecture qui est la mienne, mais il me semble que ça pourrait avoir quelque chose qui tend vers l'universel. Et quand on regarde le détail un peu plus fin de ce que propose Jung dans ses écrits, je crois que c'est ça qu'il recherche. Il recherche non pas des formes figées, le héros qui aurait telle caractéristique, etc., mais plutôt un mécanisme mental qui tend à organiser tel type de comportement de cette manière-là plutôt que de telle autre. Et si ça c'est juste, et il semble avoir beaucoup eu d'écrits dans ce courant de pensée-là qui essaie de le prouver, je crois que les mécanismes des inventeurs de musique, que ce soit de la composition ou des instruments de musique, procèdent d'une manière similaire. Il me semble que cette question-là pose la question de l'émergence. Pour moi, dans cette réflexion-là, je crois que les formes sont des propriétés émergentes d'une situation et le niveau auquel on se situe est plutôt arbitraire. C'est un point de départ et une situation donnée est tellement complexe qu'il en émerge des tendances, des développements ou des formes qu'on pourrait pousser vers l'idéal. Mais ce qu'il m'a semblé aussi, c'est qu'on ne gagnait pas grand-chose à approcher trop l'idéal, je le disais tout à l'heure, dans le cas de ce que j'ai observé. Si on pousse la voix vers ses caractéristiques fortes à son extrême, on obtient un son continu, éternel et sans variation. Ce qui a peu d'intérêt. Et à l'inverse, le changement permanent, ce qui est l'apothéose de la percussion bruiteuse, disons,
ben, le changement permanent est perçu comme un bruit continu, lui aussi, le bruit blanc. Donc ces deux formes ont une limite. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire émerger un équilibre momentané qui correspond à un état de la technologie, de la sensibilité musicale, de la tradition musicale active à un moment donné, dans une sphère, dans une société donnée peut-être. Et je crois qu'il y a des phénomènes émergents ici, mais hiérarchiques, je ne crois pas par contre. Bon, à certaines époques, on a fait des hiérarchies. Non, ça, c'est juste aussi. Le modèle vocal au 18e, 19e siècle était hiérarchiquement dominant, clairement. La note primait sur tout le reste. Et c'est ça qui vole en éclat après Wagner, avec à partir de Schoenberg, Debussy, Stravinsky, etc. Et ce que ces compositeurs-là ont fait émerger, c'est justement une percussification de la culture occidentale, en tout cas, qui a été relayée, amplifiée par la rencontre avec les cultures d'ailleurs. Le contact avec la civilisation africaine, les civilisations africaines a été très très fort, aux États-Unis évidemment. Mais le processus était déjà à l'œuvre depuis les années 1750 au fond. Quand Haydn met des timbales et des bruits d'orchestre turc dans ses symphonies, il y a quelque chose de cela déjà qui est à l'œuvre. Chez Berlioz, c'est très sensible. Chez Wagner, c'est sensible aussi. Donc il y a eu, à mon sens, une percussification, si vous me permettez le barbarisme, de la culture et une opposition à la vision hiérarchique. Ce qui vole en éclat en 1908-1911, disons, pour le traité d'harmonie de Schoenberg, c'est la hiérarchie au profit d'une égalité des dimensions du son. Macky Solomos dirait peut-être l'émergence de la sonorité en tant que nouvel point d'entrée sur la musique. Et dans ce sens-là, le modèle percussif, dans notre civilisation, en tout cas, devient au moins l'égal du modèle vocal. Et c'est ça qui nous caractérise aujourd'hui. Donc l'abolition d'une hiérarchie pour retrouver une égalité et un champ dynamique. La dimension sociale des archétypes est une question qui me passionne aussi, en fait. Je suis venu à tout ça après des études antérieures, avant d'être musicien, j'étais un peu anthropologue. Donc cette question-là m'intéresse évidemment. Il y a des phénomènes de société qui sont à l'œuvre là-dedans. Au fond, ce que je décrivais dans la précédente question d'une abolition de la hiérarchie, du modèle vocal qui dominait sur le modèle percussif qui était émergent, est parfaitement lié à des questions de société parce que il est lié à l'émergence ou à la prise au sérieux des musiques populaires, par exemple. Dans les musiques de tradition populaire, les racines percussives n'ont pas été coupées. Même si dans le monde savant, la vocalité était mise en avant depuis les pères fondateurs de l'Église, dans la vie populaire, ce n'était pas le cas. On dansait, il y avait des instruments de percussion, etc. Et c'est ça qui a gagné le droit de cité au XXe siècle, en même temps que les démocraties essayaient de s'installer et en même temps que le modèle féodal perdait de sa force. Donc pour moi, il y a une résonance nette à ce niveau-là. Je trouve ça intéressant de s'y attarder. Quand aujourd'hui, dans les studios de musique contemporaine, savants, on emploie les mêmes outils que le home studio pour faire de la techno ou pour faire du rap, je trouve que c'est un phénomène intéressant de convergence. Et ma sensibilité mcluhanienne réagit à ça et dit que s'il y a des outils communs, il y a forcément des comportements qui se ressemblent, même si les objectifs musicaux et les idéaux musicaux ne sont pas exprimés, ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est intéressant à percevoir aussi. Je crois que mes archétypes permettent ça aussi, mais c'est peut-être de l'obsession de ma part.
Euh, la proposition que je fais d'archétype garde une certaine distance par rapport à d'autres lectures de la notion d'archétype. Euh, je n'ai pas voulu, dans cette analyse-là, proposer une dualité philosophique traditionnelle. Je m'a semblé que c'était une façon de voir les choses qui appartenait à un mode de pensée trop schématique. Et par rapport à la complexité vivante de ce que j'essaye de cerner. Et a fortiori, une vision totalisante ou figée des choses ne me convient pas du tout. Je ne crois pas que ça corresponde à la réalité. Les formes musicales, les formes instrumentales sont mouvantes. Chaque petit pas de l'esthétique musicale, chaque petit pas de l'évolution de la sensibilité et du goût, chaque petit pas de la technologie redistribue les cartes, rebattent les cartes, rendent des nouvelles choses possibles, d'autres s'usent, etc. Donc on ne peut pas avoir un modèle éternel, universel et statique, je crois, au niveau des détails de réalisation. Jung ne dit pas ça non plus, hein, si on relit. Il ne propose pas des formes figées et absolues, il propose au contraire un modèle constamment renouvelé. Et je ne crois pas non plus, si je l'ai bien lu, que sa proposition est totalisante. Mais il faut se méfier de cette tendance-là avec le mot archétype, je crois. Euh, je crois que c'était assez visible dans mes précédentes réponses. Dans ce sens-là, je ne suis pas très platonicien. Euh, pour moi, c'est l'humain qui crée son monde et qui projette ses filtres de lecture sur la complexité du monde. Il n'est pas certain que les formes que j'ai repérées soient universelles, absolues, dans la réalité totale de l'univers, mais je crois qu'ils existent dans le mode de fonctionnement du cerveau humain. Donc ce n'est pas une dimension métaphysique, mais plutôt une dimension, pour être prudent, cognitive peut-être. Bien que je ne nie pas non plus la vie intérieure de l'homme, je crois que c'est une dimension forte de ce qu'est être un humain. L'intuition, l'imagination créative non verbalisable et ce genre de choses-là me semblent incontournables aussi. Alors, la question de la pertinence anthropologique des concepts, c'est sûr que pour moi, ce sont des choses qui sont liées à la nature humaine et évidemment et au fonctionnement de l'homme dans ses différents aspects, autant l'homme qui pense que l'homme qui ressent que l'homme qui bouge. C'est chacun de ces trois domaines-là a son incidence. Est-ce qu'on est coupé du reste du monde vivant avec ça? J'aurais envie de dire non. Je n'en ai pas la preuve personnellement, mais quand on regarde avec les éthologues comment se comportent les animaux, comment les animaux communiquent entre eux, etc. Ce sont des questions que je me suis posées aussi, évidemment, et peut-être qu'on pourrait rechercher euh, dans les comportements des grands primates, en tout cas, des ressemblances avec notre façon d'organiser le monde sonore. Ça sera creusé, j'aimerais beaucoup entamer un dialogue avec des vrais spécialistes des primates là-dessus. L'autre chose qu'on partage avec les primates, c'est un corps assez similaire par certains aspects. Donc je serais évidemment curieux de voir si on ne bouge pas un peu de la même façon. Et si on bouge de la même façon, est-ce qu'on a des archétypes sonores issus du geste qui se ressemblent? Mais enfin, pour les raisons évidentes, je ne postule pas un esprit distinct du corps et je ne postule pas une séparation de l'homme du reste du monde vivant. Ça me semble dépassé comme posture. Comme je le disais tout à l'heure,
il me semble qu'on a besoin d'outils pour penser la complexité et pour éclairer les formes dynamiques de tout type. Euh, la tradition musicale avec ses idées qui viennent de l'esthétique ou qui viennent de la pratique instrumentale, vocale, électroacoustique aussi, sont très intéressantes et je ne voudrais pas nous couper de cela du tout. Mais pour moi, ces différentes expressions-là, ces différents outils-là émergent d'une tradition, d'une façon de voir, etc. et ne recherchent pas la distance qui permet de voir les récurrences et les ressemblances. Donc j'ai cherché à inverser la lorgnette et à prendre de la distance pour voir ce qui pouvait avoir un peu plus de généralité, précisément pour faire sens du complexe du donné réel. La vie musicale aujourd'hui, quand on est musicien, on affronte une complexité énorme et en même temps on y arrive, c'est ça qui est passionnant. On arrive à faire sens. Je crois que les compositeurs et les musiciens aujourd'hui font de la musique, se débrouillent avec la complexité instrumentale, etc. Arrivent donc à trouver un chemin à travers tout ça qui n'est pas fortuit, qui est un chemin qui a un sens, qui hérite de la tradition, qui est innovant aussi. Et s'il y a un chemin possible, s'il y a une cohérence possible, c'est bien qu'il y a quelque part des idées qui guident. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de chercher. Pour moi, les enjeux esthétiques et philosophiques et politiques aussi sont contenus dans la notion de mixité. Je crois que la chose qui m'intéresse de défendre, c'est l'idée que le complexe est irrémédiable, que le complexe est là et on doit vivre avec, ne pas chercher à le simplifier, mais au contraire en faire ressortir les forces. Étant d'une famille métissée de plein de manières, pour moi le métissage est une chose importante au plan culturel, nord-américain vivant en France, etc. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui permet aux civilisations d'avancer, et là il y a un enjeu éthique et politique qui va au-delà de l'esthétique et du sensible. Donc avoir une réflexion sur la musique qui ne réduise pas la complexité, mais qui l'éclaire, je crois qu'il y a un vrai enjeu là. Et c'est ce que je peux faire pour aider à avancer dans cette façon de voir le monde-là. D'autres pourraient utiliser des notions dynamiques pour avoir une vision politique ou économique plus généreuse. Je travaille à ces questions-là depuis 1993 à peu près. Donc c'est dire que ça a été reçu, puisqu'on me redemande des articles, on me redemande des conférences ou des communications filmées comme aujourd'hui. Euh, J'espère que ça intéresse. On me demande souvent de m'expliquer, donc ça a été reçu. Cela dit, j'ai peu d'interlocuteurs qui rentrent dans le détail avec moi. Est-ce ma faute? Probablement. D'où mon très très grand intérêt de participer avec vous à ces questionnements-là. C'est peut-être l'occasion d'établir un dialogue avec ceux que ces idées-là intéressent vraiment. Parce que pour moi, une proposition intéressante, si elle ne suscite pas de discussion, de polémique s'il le faut, etc., est jolie et ne fait pas assez avancer les choses. J'ai envie de confronter ces intuitions-là à ce qu'en pensent d'autres et j'espère qu'on va pouvoir faire un pas dans cette direction-là aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre la réaction des collègues des autres disciplines à mes propositions. Euh, je crois me démarquer de pas mal de positions philosophiques ou psychanalytiques avec le chemin que je prends.
D'où mon hésitation à assumer le terme archétype. Après tout, si ce que je propose n'est pas vraiment un archétype, il faudrait peut-être employer un autre terme. Cela dit, mon intuition me dit que ce sont des phénomènes comparables aux archétypes et j'ai envie d'entrer en dialogue avec d'autres chercheurs sur ce point spécifique-là. La position que je prends sur le mixte, par exemple, me distingue d'une certaine tradition philosophique. La position que je prends sur les mécanismes psychiques en m'inspirant de ce que j'ai compris de Jung est sans doute contestée et contestable par ceux qui n'acceptent pas le positionnement de Jung, etc. Mais cette réflexion-là contradictoire m'intéresse énormément. En cherchant autour du terme archétype, j'ai trouvé beaucoup de documentation, beaucoup de propositions. En même temps, j'en ai pas trouvé tant que ça non plus. Par exemple, votre texte liminaire passe tout de suite de Platon à Jung. C'est que ça fait quand même 2000 ans d'écart. Et je crois que c'est un peu caractéristique. Je crois que la notion d'archétype, elle fait partie de ces notions qui sont des inconnus familiers ou des familiers qu'on ne connaît pas vraiment. Ce qui peut être pratique pour un chercheur qui cherche une idée nouvelle, ça permet d'adapter, de mettre une étiquette ou un mot sur une notion sans se charger du poids de l'histoire des mots de façon paralysante en tout cas. J'ai trouvé beaucoup de descriptions très très superficielles et finalement peu de choses qui allaient au fond de la notion. Et je me pose, comme vous, la question d'une définition qui serait actuelle de l'archétype et d'une recherche de poser le terme, d'éclairer le terme et de lui donner un sens qui correspondrait à des usages dont on a besoin aujourd'hui. Si j'ai adopté le terme archétype en bout de course, c'est parce que je crois qu'il a quelque chose à nous dire, à la fois parce qu'il est intéressant d'essayer de se rattacher à la longue histoire de la pensée et à la construction collective des idées, du savoir et de l'analyse, etc. Je crois que ces recherches-là en valent la peine à cause de ce que je disais pour la question précédente. Comme toutes les belles notions, je crois que chaque génération doit la redéfinir à sa manière pour qu'elle fasse sens, pour qu'elle ait un sens qui correspond à la réalité qu'on vit. Notre monde bouge en permanence. Il a besoin qu'on s'adapte à lui et si l'archétype est comme un filtre qui nous permet de percevoir le monde, de faire sens du monde, ben, il faut que l'archétype d'aujourd'hui corresponde au monde d'aujourd'hui. Donc ces recherches-là me semblent, au-delà de mes interrogations personnelles, me semblent absolument nécessaires.